Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie de la vie de Louis XIV, son enfance, la Fronde et les années Mazarin. Après 23 ans de mariage, né miraculeusement au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, Louis Dieudonné, futur Louis XIV, fils du roi Louis XIII et de l'archiduchesse espagnole Anne d'Autriche, le 5 septembre 1638. Louis devient roi à la mort de son père Louis XIII le 14 mai 1643, mais trop jeune pour régner, alors qu'il n'a même pas 5 ans. Par en testament du roi défunt, la régence est alors finalement exercée par Anne d'Autriche, régente du royaume, mais écartée et éloignée petit à petit du pouvoir et du gouvernement par le défunt roi, secondé alors du cardinal Jules Mazarini, italien, ce qui lui vaudra alors l'opposition d'un grand nombre de seigneurs puissants et célèbres cardinal intelligent, puissant, rusé et immensément riche, et enfin, grand éminent, homme de confiance et d'influence aux côtés de la reine-mère, avec qui il entretiendra des relations plus ou moins amoureuses. La guerre de 30 ans, qui décime alors l'Europe entière, ne cesse de s'envenimer dans la France, qui se retrouve alors encerclée par la terrible pieuvre que représentent alors les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, combat sur tous les fronts adverses en Allemagne, comme dans les Pays-Bas espagnols, notamment dirigés par un grand conquérant et chef militaire, qu'est le Grand Condé, autrement dit Louis II de Bourbon-Condé, prince de Condé qui, en s'illustrant en tant que l'un des grands vainqueurs de la guerre, remporte une victoire fulgurante et éclatante à Rocroi le 19 mai 1643 contre les Espagnols dans les Pays-Bas espagnols. La seconde moitié des années 1640 marque alors bientôt pour le royaume une grande crise financière et des troubles économiques engendrés alors par la guerre de 30 ans, dont Mazarin, qui augmente les impôts, a besoin de la financer. Le cardinal devient aussitôt impopulaire et l'opposition de nombreux bourgeois, le peuple de Paris et les parlementaires se fait de plus en plus sentir. Et partout dans la capitale ainsi que proche du Louvre, on affiche un peu partout des pamphlets ridiculisant alors et se moquant de la politique du grand éminentissime. Mais le cardinal, qu'à cela ne tienne, s'en moque, applique sa politique et est prêt à tout pour faire arrêter et emprisonner les opposants du pouvoir royal qu'il tient en main de fer. Pierre Broussel, le principal instigateur de l'opposition parlementaire, est alors arrêté sur ordre du cardinal, mais bientôt dans toute la capitale on dresse des barricades. Devant le danger que court le petit roi, Mazarin, Anne d'Autriche et le petit Louis XIV s'enfuient alors du palais royal jusqu'au château vieux de Saint-Germain-en-Laye, pris alors par les émeutiers en colère contre le pouvoir royal. Mais le château est glacial, humide, sombre et sans meubles. Le roi dormant alors dans de mauvaises conditions, traumatisé par la guerre civile qui tonne alors même aux portes de la capitale. La paix de Rueil, signée alors le 11 mars 1649 par la reine Anne d'Autriche et Mazarin, met fin à la première fronde parlementaire qui, depuis l'année précédente, oppose le Parlement de Paris à la royauté et Mazarin fait relâcher Pierre Broussel. Mais la guerre civile n'est pas terminée, car bientôt s'ensuit une autre fronde, celle des grands princes du royaume, dont fait de plus en plus partie des proches du roi, dont Gaston, duc d'Orléans, 1608 à 1660, oncle du roi et frère du précédent roi défunt Louis XIII. Mais aussi Louis II de Bourbon-Condé, qui pourtant avait fait gagner à la France des territoires à l'est du royaume comme en Alsace durant les traités de Westphalie, et qui s'est notamment également illustré à Rocroi en 1643, se révolte et prend les armes aux côtés de son frère le prince de Conti, Armand, le duc de Longueville, un des seigneurs les plus puissants du royaume, père de France, ainsi que Gaston d'Orléans, pour n'avoir pas obtenu bien sûr les faveurs d'Anne d'Autriche, aux côtés de Mazarin, qui pour lui est l'homme à abattre. Mais aussitôt, Mazarin fait emprisonner Condé, Longueville, Conti, excepté Gaston qui reste l'oncle du roi. Libéré plus tard avec ses complices, Condé prend les armes et marche sur Paris. Il sera battu par les armées du roi commandées par le maréchal Turenne à Blénaud le 7 avril 1652, à Étampes en mai, puis au faubourg Saint-Antoine à Paris, après avoir tiré les canons sur les propres troupes du roi, avec la puissante princesse Anne-Marie-Louise d'Orléans, cousine de ce dernier.
Condé s'enfuit, se met au service de l'Espagne en 1654, mais sera gracié par le roi en 1659 lors du traité des Pyrénées, mettant fin au conflit qui oppose les deux pays. Mazarin en exil, le roi auréolé de gloire et victorieux peut finalement rentrer à Paris sous les acclamations du peuple avec la reine-mère régente. La guerre civile est terminée. Le roi et sa mère peuvent rentrer au palais royal du Louvre. Le roi, qui a été déclaré majeur le 7 septembre 1651, sera sacré solennellement en la cathédrale de Reims le 7 juin 1654. Au palais, la reine-mère Anne d'Autriche se fait aménager de somptueux appartements d'été et d'hiver, de même que Louis XIV qui s'installe au palais des Tuileries, mais préfère des séjours de temps en temps éloignés de la capitale, en campagne, en Île-de-France notamment, aux environs de Paris, comme à Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Chambord et Vincennes. Mazarin, l'éminent le plus puissant de son temps et un des grands collectionneurs d'Europe, emmène dans de nombreuses résidences royales de somptueuses meubles et collections privées de tableaux de Poussin et Raphaël, Corrège, etc., ainsi que de luxueuses pierreries et vases de marbre, d'argent, d'or et de diamants qui finiront alors dans les collections de Louis XIV au Louvre après la mort de l'éminentissime. De grands artistes comme le peintre Charles Lebrun, l'architecte Louis Levaux et le jardinier André Lenôtre, qui ont déjà travaillé dans de grands châteaux de l'Île-de-France, sont protégés par le cardinal, où il les fait travailler sous sa coupe en tant que leur mécène dans ses grandes demeures. À la fin des années 1650, Louis XIV s'éprend de Marie Mancini, une des nièces du cardinal, aux grandes dames bien sûr de la reine-mère Anne d'Autriche, furieuse, qui le reproche au cardinal et qui ne peut supporter de telles choses. La guerre avec l'Espagne, débutée plus de 30 ans auparavant, ne calmant alors pas les deux puissances, et Mazarin a besoin, pour souder le mariage de la fille du roi Philippe IV d'Espagne, Marie-Thérèse, archiduchesse espagnole et infante, avec le roi, renforcer la paix et l'alliance entre la France et les puissances Habsbourg espagnoles. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne et maréchal de France, depuis 1643, et chef militaire fidèle du roi, vint les Espagnols dans les Pays-Bas espagnols en remportant notamment une victoire décisive et éclatante à la bataille des Dunes en 1658 devant les Espagnols qui demandent désespérément de l'aide à l'Espagne. Affaiblis, les Espagnols signent alors avec la France le traité des Pyrénées le 7 novembre 1659 qui met fin à 25 ans de conflit entre les deux royaumes. L'année suivante, pour sceller l'alliance des deux États, et quelques mois plus tard, le 9 juin 1660, Louis XIV épouse solennellement au sud-ouest de la France, à la frontière franco-espagnole, l'infante Marie-Thérèse, fille du roi Philippe IV. Mais elle a renoncé à sa prétention sur le trône d'Espagne, puisque la loi dynaste espagnole voulant que ce soit l'enfant aîné du premier mariage du roi d'Espagne qui accède au trône en échange bien sûr de 500 000 écus d'or, somme gigantesque pour l'époque. Mais la somme impayée, et au nom de sa femme Marie-Thérèse, Louis XIV déclare officiellement la guerre aux Provinces-Unies, qu'il envahit en 1667. Le mariage reste tout de même fastueux, et le couple royal rentre à Paris, sous des jours de fête, dans toute la capitale, où des arcs de triomphe éphémères ont été prévus pour leur triomphale entrée.